gotta wake up early in the morning. A long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up. Get better warning, which makes me know where is the line, what's left. Merci beaucoup d'être fidèle à ce rendez-vous du matin. Kenkeliba, il est 6h30. Madame, monsieur, bonjour. Okay, comme toujours, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre matinale Kenkeliba sur la RTS. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h en direct donc, mais aussi sur les réseaux sociaux, comme j'aime à le rappeler. Il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. À suivre ce mercredi, dans quelques instants sur le plateau, la chronique culture qui sera présentée par Laura. Nous aurons également une autre chronique immobilier avec Tafa depuis Paris et deux invités vont également nous accompagner jusqu'à 8h. Et Sarah Louya également sera de la partie. Et je rappelle que vous pouvez réagir tout au long de cette émission sur les différents sujets qui seront développés dans votre matinale de ce mercredi. L'équipe va tout à l'heure me rejoindre sur le plateau, mais en attendant, nous allons suivre le temps qu'il fera à Dakar et à l'intérieur du pays et on se retrouve juste après. Chers amis téléspectateurs de Kenkeliba, bonjour. L'actualité météorologique, c'est une fraîcheur matinale qui est actuellement ressentie à l'intérieur des terres. Et au courant de la journée de ce mercredi, un temps chaud qui sera aussi ressenti à l'intérieur du pays. Alors, pour plus de détails, l'animation satellitale nous montre quelques passages nuageux qui intéresseront le nord-est du pays, laissant le reste du pays sur un ciel dégagé. Ce qui fait qu'en termes de prévision pour cette journée, comme vous pouvez le voir, c'est des passages nuageux qui intéresseront Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, laissant donc le reste du pays sous un ciel dégagé avec une bonne présence du roi soleil, ce qui donc présage d'une forte sensation de chaleur même qui est ressentie au nord, au centre et vers l'est du pays, avec des températures de 40 degrés qui seront attendues sur Saint-Louis, Podor, Linguère, Matam, Diourbel, 40 degrés aussi attendus sur Mbour, Fatick, Kaolack. 40 degrés attendus aussi vers Tamba et un pic de 43 degrés qui sera attendu à Louga. Sur le reste du pays, la sensation de chaleur sera aussi relativement ressentie sur Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, allant jusqu'à Kédougou, avec des valeurs de 36 degrés attendus sur l'axe Ziguinchor, allant vers Sédhiou, et 39 degrés attendus vers Kédougou. Dakar gardera une valeur donc de 32 degrés. Donc globalement, chers téléspectateurs, c'est une sensation de fraîcheur matinale qui sera ressentie ce matin. Et au courant de l'après-midi, une forte sensation de chaleur sera ressentie au nord, au centre et vers l'est du pays avec des températures qui atteindront les 43 degrés. Ce qui met fin à ce bulletin météo. Merci beaucoup à nos partenaires de la Nacine pour la météo du jour. Et oui, nous avons senti cette fraîcheur ce matin et on espère que ça va continuer. Et on sait aussi que c'est une période de transition propice à certaines maladies et infections. Nous en parlerons sans doute tout à l'heure avec l'un de nos invités. Et tout le monde est déjà là dans le studio. Et j'invite l'équipe justement à me rejoindre sur le plateau. Il s'agit de Sarah, de Laura et de nos deux invités. Je les laisse le temps de s'installer. Bonjour à tous. Bonjour Adama. Sarah, comment vas-tu? Bonjour, alors, moi, je vais très bien, 4 fois. Très bien. Je devine pourquoi. Tu devines pourquoi? Oui, mais tu vas nous raconter. Ah bah oui, bien sûr. Je crois que les téléspectateurs ont peut-être compris également. Oui. Hier, les U17 nous ont fait plaisir en mettant 4 buts. Donc, je vais 4 fois bien ce matin. C'est une grande fan qui parle. C'est une grande fan de foot. Une grande fan de foot parce que véritablement, j'ai regardé les matchs. Le match et les Lions nous ont fait plaisir. Belle prestation. 6 points, qualification directe pour le deuxième tour. Bravo, chapeau au coach, chapeau à ces jeunes joueurs. Regardez, hier, véritablement, ils ont survolé le match. Je pense qu'on aurait même pu gagner par un petit 6-1, 6-0, véritablement. Il y avait de la place, il y avait de la marge pour battre cette équipe de Pologne sur un score beaucoup plus sévère. On leur a fait un peu de teranga, finalement, peut-être. Hein. Mais on a été clément. On a été au-dessus de cette équipe. Et je crois que, comme on dit en football, lorsque vous êtes supérieur à un adversaire, il faut véritablement le battre comme il faut. Le tigre de Coquin passe à tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore. Et c'est ce qu'on a fait hier avec la Pologne. Donc bravo justement à Idrissa Gueye qui nous met 3 buts.
le triplé hier pour lui. Et donc, il devient, en tout cas, je crois qu'il y a un autre joueur malien qui a mis 3 buts aussi. Donc, pour le moment, il est en compétition pour le meilleur buteur de cette compétition. Et c'est bien parti. Mondial. Donc, bravo, bravo, bravo encore. Hier, j'ai pas arrêté de crier. Ah oui, on imagine. Et je pense aussi que tu devrais alterner la chronique sport avec Abdelaziz Ben. Ah oui. Il a de la concurrence. Ah, mais clairement, non, oui. je pense- Vendredi, c'est elle qui va acheter. La chronique sport? Oui. Non, je vais laisser. Même s'il faut dire que pendant un bon moment, j'ai présenté les plateaux sport avec le desk sport qui me fait encore des clins d'œil de temps en temps. J'en profite pour souhaiter une excellente journée à Ibrahim Mambou, Pierre Dramé, Fatmata Savané, Françoise Sec, évidemment, Pape Biram également, à tout le desk sport de la RTS. Le sport, c'est la passion. Voilà. En tout cas, elle est passionnée. Et toi, Laura? Ah, mais moi, je suis La très passionnée de contente. culture. En fait, je suis très contente, mais je suis très contente surtout pour Sarah, parce que quand on gagne comme ça, je pense à Sarah directement. Je me dis, elle doit être en train de crier devant sa télé, donc ça me fait plaisir. Je m'excuse auprès de mes voisins. Voilà. Toujours. Ça aussi, c'est important. Ah oui. Alors, bonjour également à nos deux invités. Je laisse le soin à Sarah de vous les présenter. Et oui, très heureuse de recevoir ce matin et pour le 3e numéro de la semaine, le lieutenant Armand Sec qui revient nous voir. Il est le commandant de la brigade régionale de l'hygiène de Dakar. Et avec lui, nous revenons tout simplement sur les opérations de sensibilisation, de délarvation et de désinsectisation, mais également de saupoudrage de grande envergure dans les quartiers de Dakar. Comment tout ça va se passer, comment on va organiser cela, les moyens à mobiliser, l'importance également de ces opérations et de ces activités. On revient sur tout ça avec lui. Juste rappeler à nos téléspectateurs que la cérémonie officielle de lancement est prévue aujourd'hui même. C'est bien cela. Demain plutôt. Jeudi plutôt, dans la commune de Guinaoraï Sud et plus précisément au niveau de bassin de rétention de Darou Marnane 4. À ses côtés, il y a une jeune engagée, comme on l'aime, sur ce plateau de la matinale, engagée pour les bonnes causes, pour l'environnement. Mam Binta Ndour est responsable plaidoyer et de la mobilisation citoyenne du comité des alumni de la Fondation Mastercard, chapitre Sénégal, mais également alumni de Corps Africa Sénégal. On connaît bien ce corps de volontaires ici à la matinale également. Elle vient ce matin nous parler de la 2e édition de la conférence locale de la jeunesse sur le climat, co-organisée par ces deux entités qu'elle nous présentera d'ailleurs dans un petit moment. Alors retenez que les 16 et les 17 et 18 novembre plutôt, cette 2e édition se tiendra sous le thème « Les jeunes partenaires de première ligne pour accélérer la résilience des communautés face au changement climatique ». Donc voilà, on parle tout simplement environnement et hygiène ce matin, deux sujets qui se rejoignent. Ça nous intéresse et c'est d'actualité. Mam Binta Ndour, que j'ai énormément de plaisir à recevoir sur le plateau de Kenkeliba. Ça va, tu vas bien? Le plaisir pour moi, ravi de vous retrouver dans ce plateau de Kenkeliba. Vous vous connaissez alors? Oui. Ah oui. On est des promotionnaires, on a fait le lycée ensemble. C'est ça. Oui, quel lycée? Lycée de Pikine. D'abord, on se retrouve des années après. On se retrouve des années après. Vous n'êtes pas revenus? Ça fait tellement longtemps. Oui, ça fait longtemps que c'est Depuis le lycée? Ils ont peut-être 2010, 11, parce qu'on a pratiquement quitté en 2011. En 2011, oui. Wow. Voilà. J'ai vu une Mam Binta Ndour, mais je n'imaginais pas que c'était elle. Oui. Ah bah voilà, de belles retrouvailles. Ouais, de belles retrouvailles. Alors, lieutenant Armand Sec, nous avons le plaisir aussi de vous recevoir à nouveau sur le plateau. Le plaisir est pour moi, Adama, et merci beaucoup. Bonjour Sarah, bonjour Adama, bonjour Lori aussi. Oui. Permettez-moi, quand même, avant de démarrer, de saluer surtout le commandement, à savoir le médecin colonel Madou Mali Diop, qui est notre chef à nous tous. Et remercier aussi une deuxième fois, ou une fois je dirais même, la RTS par rapport surtout à cet accompagnement qu'ils font par rapport avec le service d'hygiène dans le cadre de la sécurité sanitaire et environnementale d'une manière générale. Oui. Et plus particulièrement pour cette activité que nous voulons organiser, qu'on a démarré déjà depuis lundi et que nous voulons faire le lancement par rapport au saupoudrage et aux activités de désinsectisation pour la lutte contre les vecteurs animés de maladies que nous voulons faire au niveau de la commune de Guinaoraï Sud sous la présidence du gouverneur de Dakar. C'est ça. Nous allons largement revenir sur tout ça tout à l'heure. Mais en attendant, je vous propose d'aller rejoindre le coach Dandakhanyaï en salle de gym pour les exercices de ce mercredi. Et on se retrouve juste après pour la suite de votre matinale. Oh, no.
Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Encore une fois, merci d'être au rendez-vous. Alors, l'exercice d'aujourd'hui, le soulevé de terre. Alors, avec ce soulevé de terre, mesdames et messieurs, alors je vous recommande particulièrement de suivre les coachs et surtout de savoir qu'on a le dos assez plat. Alors, voyez la position surtout des épaules. Ceci, évidemment, certainement, vous allez respecter les consignes du coach dos tout à l'heure. Alors, encore une fois, merci de votre fidélité et donc à votre émission Kenkeliba, la gym, que vous suivez tous les matins. Encore une fois, merci pour cela. Mais avant d'aller plus loin, je donne la parole au coach dos. Nous voilà ce matin pour notre séance du mercredi. Et pour aujourd'hui, on va présenter le soulevé de terre ou deadlift, comme on l'appelle souvent en anglais. Et maintenant, le deadlift est un exercice de base en musculation pour les renforcements de dos, du ischio-jambier, de mollet, mais aussi des muscles érecteurs du rachis, autant pour moi. Maintenant, pour ce deadlift, pour vous qui avez des problèmes de genoux, ne pouvons pas faire de squat ou de fente, là, c'est l'exercice idéal pour vous permettre de renforcer votre bas du corps, mais aussi votre dos. Allez, on vous donne rendez-vous dans les démonstrations des exercices. Ce qui est bon de retenir, c'est surtout, mesdames et messieurs, la justesse de ces mouvements, et donc ne pas faire des erreurs. Alors ça, véritablement, c'est donc à enlever de ces exercices. Alors cela dit, le rendez-vous, ce sera là-bas demain, sur le plateau. Alors le plateau, je vous salue tous, donc là, le plateau, les invités et tout le monde. Et je vous souhaite aussi une excellente journée. Allez, à demain, Inch'Allah, ce sera là. Merci beaucoup, coach Tandakha. Nous vous souhaitons également de passer une très belle journée. Et oui, on espère vous retrouver demain sur le plateau de Kenkeliba pour votre chronique gymnastique en direct. Alors, 6h passées de 46 minutes, nous allons tout de suite passer à la chronique culture avec Laura et c'est juste après ceci. Alors, on va enchaîner Laura, qui nous parle de tourisme, mais dans la région de Kédougou. On rappelle que Kédougou qui a accueilli en début de semaine le gouvernement pour une tournée économique qui devrait se poursuivre dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine notamment. Mais Kédougou a été la première étape de cette tournée économique du chef de l'État Macky Sall. Et tu nous parles de tourisme et de ses retombées dans la région. C'est ça, c'est l'occasion un petit peu de mettre à l'honneur la région cette semaine et de reparler un petit peu effectivement du tourisme interne qu'on aime bien aborder dans cette chronique et aussi de parler un petit peu des retombées économiques que peuvent avoir le tourisme sur des régions comme Kédougou qui ont longtemps été quand même mises de côté au niveau du tourisme et qu'on remarque quand même que ces dernières années, il y a quand même un regain du tourisme et même du tourisme interne, c'est-à-dire des Sénégalais qui voyagent à l'intérieur du Sénégal vers la région de Kédougou. On regarde d'abord un élément et puis on va en discuter juste après. Berges du fleuve Gambie, les hôteliers s'affairent déjà pour prendre en charge jusqu'au moindre détail les demandes de leurs clients. Une forte demande qui doit forcément répondre à l'offre. Une offre de qualité qui veut se hisser aux normes standards de l'hôtellerie. Des chambres propres et bien faites, une restauration de qualité, un cadre idyllique qui se fonde à la belle nature de la région de Kédougou. Les hôteliers comptent satisfaire les demandes de leurs clients et veiller à leur confort. Certains vont même jusqu'à proposer des extras. Pourquoi pas une balade fluviale pour apprécier les merveilles de Kédougou. Nous, à Kédougou, nous avons des oiseaux très rares. Le matin de bonne heure, quand vous voyez ces oiseaux se lever de leur nid, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça offre une expérience exceptionnelle pour nous qui sommes de Kédougou et d'autres personnes qui aimeraient bien visiter cette localité et connaître autrement Kédougou. La tournée économique du chef de l'État à Kédougou, une véritable opportunité d'affaires pour les promoteurs hôteliers, comme Moussa Yerodansero, gérant de plusieurs sites d'hébergement et également président du syndicat d'initiative du tourisme de la région de Kédougou. Il y aura beaucoup de monde au niveau de Kédougou. C'est une très bonne chose. Ça va booster l'économie au niveau de l'hôtellerie et au niveau du marché un peu partout. Donc, ça va faire bouger la ville. Ceux qui sont dans le secteur économique vont sentir l'arrivée du président de la République ici. Depuis quelques années, la région de Kédougou change de visage et affirme sa position de nouveau pôle touristique. De plus en plus d'entrepreneurs investissent dans le secteur de l'hôtellerie. Un secteur prometteur car la région regorge de potentialités, notamment touristiques et minières. Beaucoup d'hommes d'affaires s'intéressent à cette belle région. Moi, je fais du tourisme d'affaires. On ne peut faire que ça. Aujourd'hui, j'ai des entreprises
les ONG qui viennent ici pour des séminaires. C'est ce que nous avons. Moi, j'ai fait de plus dans mes différents établissements. C'est ce que je fais au niveau de Kédougou. Par contre, je fais aussi le tourisme, la chasse sportive. J'ai des chasseurs qui viennent d'Europe pendant de janvier et au mois de mai. Le promoteur a eu une vision holistique en priorisant les riverains. Les premiers employés du Kédougou Biopark sont les jeunes du village de Kenyoto, où Kédougou Biopark est implanté. Et aujourd'hui, c'est avec fierté que je peux voir, parce que l'une des choses que les gens remarquent en premier, ce sont les espaces verts. Donc, ce ne sont pas les bâtiments que les Américains vont admirer, ce ne sont pas les routes, mais plutôt la nature que nous offre ce site. Et aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui nous vient de France ou des États-Unis, c'est plutôt les gens du village là qui nous ont fait nos gazons, nos espaces verts, les fleurs. Cette biodiversité est entretenue par les riverains. D'abord, le sentiment d'appartenance de cette localité, et où la demande est supérieure à l'offre. Ça va réussir dans la mesure où Kédougou est une localité où il n'y a pas suffisamment de réceptifs hôteliers. D'abord, il n'y a pas suffisamment d'espace dédié aux loisirs, dédié aussi au sport, dédié au divertissement. Seulement, beaucoup de facteurs bloquants plombent encore le secteur qui peine toujours à décoller. Il y a d'abord l'enclavement, l'aérodrome. L'aérodrome, depuis des années, on nous dit que l'aérodrome sera fonctionnel. Ça, c'est un problème. À partir de Kédougou, pour aller dans les lieux touristiques, il y a un problème d'enclavement. Il y a un problème aussi, on a besoin d'une école hôtelière. On a toujours demandé ça. C'est un problème, le problème de formation. Un autre problème encore crucial, c'est le crédit hôtelier. Depuis des années, on crée le crédit hôtelier. Les gens sont en train de donner du crédit hôtelier en bas. Nous, toute la région de Kédougou, personne n'a reçu un seul centime de crédit hôtelier. Et ce n'est pas normal. La tournée économique du chef de l'État est synonyme de rush de non-résidents de Kédougou, qui, une fois sur place, espèrent trouver des sites d'hébergement calmes et confortables. Les clients peuvent se rassurer car les hôteliers mettent les bouchées doubles pour les satisfaire. Ils pourront même admirer sur les rives du fleuve un coucher de soleil captivant, symbole d'un chef-d'œuvre naturel, digne d'une carte postale. C'est vrai que la région de Kédougou fait partie de ces localités qui ont énormément de potentiel, mais il leur faudrait juste des moyens mis en place pour justement booster le tourisme, surtout le tourisme local dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Et effectivement, les enjeux dans la région, c'est vraiment de pouvoir promouvoir un tourisme qui soit responsable, qui puisse permettre de perpétuer un petit peu tout ce que ces personnes-là ont réussi à mettre en place, notamment au niveau du bioparc dont on a entendu parler dans ce reportage, et aussi qui soit respectueux de la nature, des valeurs culturelles locales. Et ça passe par justement la sauvegarde des cascades de Dindéfelo qu'on connaît bien, mais aussi des autres sites naturels et culturels qu'on peut retrouver dans la région de Kédougou. Et on compte justement aussi sur cette tournée présidentielle pour pouvoir mettre encore une fois la lumière sur cette région. Donc en 2014 d'ailleurs, lorsqu'il y avait eu le conseil ministériel décentralisé, les retombées avaient été très positives pour les hôteliers qui font le plein de réservations et affiches complets à cette période-là. Et c'était une excellente nouvelle quand on sait justement ce que la pandémie a laissé comme souvenir aux acteurs du secteur. On espère que pour cette semaine-là et pour les semaines à venir, voire les mois à venir, ce sera le cas également pour les hôteliers qu'on a pu voir dans ce reportage. En 2021, d'ailleurs, les acteurs du pôle touristique sud qui regroupe les régions de Ziguinchor, de Kolda, de Tambacounda et de Kédougou se réunissaient pour penser un petit peu le partage et la validation d'un nouveau schéma organisationnel pour le secteur selon leur potentialité à chacun, selon leur région. Et ils portaient vraiment le plaidoyer pour un tourisme interne. Par exemple avec les colonies de vacances, des enfants qu'on peut envoyer dans ces régions-là lorsqu'ils viennent d'une autre région qui n'a rien à voir et qui ne connaissent pas du tout Kédougou. C'est l'occasion aussi de découvrir et de permettre un petit peu à tout le monde de mieux connaître ces localités-là. On va parler un petit peu après aussi du Festival des minorités ethniques, mais d'abord on va revenir sur justement d'autres enjeux qui sont exposés dans ce deuxième élément par le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Exactement. On l'écoute. La cascade de Dindéfelo est l'un des sites touristiques les plus emblématiques du Sénégal. L'Agence sénégalaise de promotion touristique va également en faire la vitrine pour vulgariser le tourisme dans tout le Sénégal oriental. C'est un écosystème qu'il faut préserver, mais davantage vulgariser
auprès des Sénégalais d'abord. Faire en sorte de mieux packager l'offre, mieux l'expliquer, mieux le mettre sur les marchés opportuns. On peut spécifier l'offre de Kédougou, l'amener sur des marchés qui sont des marchés spécifiés sur l'écotourisme. Et ça existe. L'autre objectif de cette mission pour l'ASPT est de rencontrer le syndicat d'initiative du tourisme, les guides touristiques et autres acteurs pour une synergie des actions. Quand on parle de produits touristiques, c'est les sites, c'est le pays Bassari, c'est le pays Bédic. Donc nous avons mis un plan d'action avec eux afin qu'on puisse promouvoir ces produits-là et les amener au niveau international. Il s'agissait d'écouter leurs préoccupations au quotidien, leurs préoccupations dans leur métier, leurs préoccupations en termes de visibilité de leur travail et surtout leurs préoccupations pour faire en sorte que la consolidation de la mise en tourisme de Kédougou se fasse de façon synergique. Les initiatives locales favorisant la promotion du tourisme fleurissent un peu partout dans la région. L'expérience du bioparc de Kédougou a séduit aujourd'hui l'ASPT. L'expérience de cette promenade en bateau montre qu'il y a plein d'activités à pouvoir faire ici. En l'occurrence, c'est ici bioparc qu'il a dans son arsenal, dans sa chaîne d'activités qu'elle propose. Donc c'est une expérience incroyable que les Sénégalais doivent pouvoir venir découvrir. De vrais acteurs, donc étatiques, qui viennent là encourager de façon générale le tourisme dans tout le pays, dans le Sénégal oriental aussi et à Kédougou. Et Bioparc les reçoit, laisse un grand honneur et nous sommes véritablement réconfortés. Pour bien vulgariser l'écosystème touristique sénégalais, l'Agence sénégalaise de promotion touristique, l'ASPT, envisage même d'organiser un grand forum national sur le tourisme d'ici fin 2023. Et c'est justement ça dont on a besoin, Laura, de ce genre d'initiative. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de repenser à ces minorités ethniques qu'on a évoquées dans le reportage, à savoir les minorités ethniques qu'on trouve dans le pays Bassari, le pays Bédic. En réalité, elles regroupent finalement non seulement les Bassari, mais aussi les Bédic, les Djalonké, les Konyagi. Et l'idée, en fait, un petit peu de certains festivals qui sont organisés aussi dans les régions, mais qui malheureusement n'ont pas toujours la possibilité de se tenir chaque année, et c'est malheureux, c'est vraiment de pouvoir justement célébrer leur spécificité culturelle, leurs talents au pluriel, leurs traditions au pluriel aussi. Et c'est encore un rappel que la culture est le vecteur qui peut contribuer en fait au rayonnement d'une commune, avec des prestations qui témoignent de toute la richesse en fait du patrimoine culturel d'une région, en l'occurrence ici Kédougou. Et c'est vrai que l'opportunité, c'est aussi de pouvoir favoriser le dialogue et l'entraide entre les communautés, mais aussi, bien évidemment, au-delà des festivités, de pouvoir initier des réflexions, les perspectives de développement. C'est pour ça qu'on parle du tourisme, parce que dans cette région-là, qui a de nombreuses richesses culturelles et naturelles, comme on le disait, l'idée, c'est de pouvoir accorder à tous ceux qui gravitent autour des possibilités aussi d'emploi, notamment pour les jeunes, on en parle toujours. Et malheureusement, pour ce festival des minorités ethniques du pays Bassari, on a eu l'occasion de les recevoir en début d'année, parce qu'il y a eu la 6e édition cette année en 2023. On espère que la 7e sera en 2024, sachant qu'en 21 ans d'existence, il n'y a eu que 6 éditions. La précédente, c'était donc en 2020 et celle d'avant en 2015. Donc il y a des zones de la région de Kédougou qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais malheureusement, les retombées ne sont pas si grandes. Et c'est un peu l'idée de ce désenclavement-là dont on parle, qui pourrait permettre un petit peu à plus de Sénégalais et à plus de personnes, même à l'international, de visiter cette région-là. Je pense que, par exemple, au départ de la Guinée ou de la Gambie, il y a beaucoup plus de facilité, effectivement, quand on compte en heures de route. Mais c'est vrai que même de Dakar ou d'autres régions du Sénégal, ça peut être intéressant de pouvoir un petit peu permettre toutes ces connexions-là qui, même à nous, nous permettraient de mieux connaître la région de Kédougou et de profiter de toutes ces richesses qui ont tant à nous apprendre. C'est ça, d'autant qu'il y en a beaucoup qui craignent toutes ces heures de route. C'est ça. C'est pour ça qu'ils hésitent un petit peu à y aller, mais franchement, c'est une très belle région. Oui, que Adama connaît bien. Toi aussi. Et moi aussi, pour y avoir été en mission véritablement. Oui. Kédougou, c'est une belle localité, une belle région, mais qui semble parfois oubliée du fait de l'éloignement. Et justement, c'est pour ça qu'il est important de réaliser des infrastructures de qualité. Déjà, c'est le cas. On peut rallier Kédougou avec moins de difficultés maintenant. Je pense qu'hier encore, on a vu les images du chef de l'État qui inaugurait la route Salémata
à Kédougou. Il faut aller justement dans ce sens-là pour permettre le désenclavement dont tu parlais tout à l'heure. Et puis parler également de l'aéroport. Je pense qu'il en a parlé. Bon, c'est un aérodrome. Il faut absolument le mettre à niveau. Ça aussi, ça va faciliter les choses. Le plus vite. Accélérer les choses également. Par exemple, aujourd'hui, pour ce qui est de la Casamance, c'est possible. Il y a des liaisons maintenant grâce à l'avion. Donc, ça va beaucoup plus vite pour le tourisme également. En 30 minutes quasiment. On y est. En 30 minutes, c'est ça, de vol, rapidement. On peut rallier Kédougou également, peut-être moins, qui sait. En tout cas, ce sont justement ces infrastructures-là qui vont permettre justement le désenclavement et faire en sorte que le tourisme puisse avoir des retombées véritablement impactantes sur le plan économique sur cette région-là. Ce que je voulais dire aussi, c'est parler des festivals, justement. Pour ces festivals-là, pour leur pérennité, il faut aussi qu'il y ait un centre culturel à Kédougou. C'est ça en fait. Parce qu'il y en a à Dakar, le centre culturel Blaise Senghor, pas que, il y en a plein d'autres. Il y a les centres culturels régionaux dans différentes régions. Mais il faut absolument accompagner ces centres-là pour que ces festivals aussi puissent avoir des financements et des fonds pour pouvoir être perpétués, c'est important. C'est riche culturellement, Kédougou. Tu parlais des Bassaris, des Bédiques, mais pas que. Il y a également d'autres ethnies qui sont avec véritablement des traditions et des cultures qui doivent être mises en valeur. Effectivement, et d'ailleurs, ils se sont organisés en association depuis 2010. C'est l'association des minorités ethniques, justement, de la zone. Et ils font un travail formidable pour pouvoir permettre, puisque ce sont des minorités ethniques, de ne pas en fait perdre les cultures, les traditions qui se retrouvent dans ces localités-là. Et c'est l'occasion aussi de les féliciter pour leur travail, parce que c'est eux qui permettent vraiment de pérenniser toutes ces choses-là qui peuvent se perdre malheureusement quand on est une minorité. On peut vite aller avec le reste du pays. Beaucoup partent à Dakar par rapport au travail, etc. Mais vont toujours en fait revenir du côté de leur région d'origine pour participer finalement à cette préservation-là des cultures de la région de Kédougou. En tout cas, à Kédougou, c'est bien préservé en termes de biodiversité et autres. Il y a un travail extraordinaire des populations locales pour préserver tel quel. Pour ceux qui vont justement au niveau des cascades de Dindifelo, il y en a d'autres. Il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. C'est la plus connue, mais il y en a plusieurs. C'est la plus connue, mais il y en a plusieurs. C'est magnifique, c'est bien préservé. Moi, quand on parle de Kédougou, je ne peux pas ne pas parler des sociétés minières. Il faut absolument que ces sociétés contribuent. Mais c'est l'une des grandes particularités de la région, si ce n'est la plus grande. C'est ça, c'est-à-dire qu'on exploite de l'or sur place. Et donc, il faut que dans tous les projets, qu'on puisse sentir... Bon, peut-être qu'ils font déjà un travail sur place, mais ce n'est pas suffisant. Parce que tu parlais du chômage des jeunes tout à l'heure. C'est un non-sens qu'il y ait de l'or là-bas, qu'il soit à exploiter, et que véritablement à Kédougou, qu'on se retrouve dans des situations de pauvreté. La précarité, c'est le mot. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est une question qui est destinée à nos deux invités. D'abord, le lieutenant Armand Seck. Est-ce que dans le cadre de votre travail, vous organisez souvent peut-être des tournées dans les régions, même si ce sont des régions un peu plus éloignées, pour justement ratisser le plus de territoire possible? Oui, même dans le cadre organisationnel, dans chaque région, il y a une organisation. Il y a une brigade. Il y a une brigade régionale. Qui a des sous-brigades qui sont au niveau parce que quand je prends l'exemple de Kédougou, donc dans chaque département, il y a une sous-brigade, que ce soit Kédougou, Saraya ou Salémata, plus maintenant la brigade régionale de Kédougou qui coiffe maintenant toute la région. Et ils font des activités par rapport à ces missions. L'autre aspect aussi, c'est dans le cadre de la surveillance épidémiologique. Quand on prend l'exemple du chikungunya qui avait déjà été notifié dans le cas, donc dans la mission, il y a le service d'hygiène qui participe pour essayer au moins d'accompagner par rapport maintenant aux conduites à tenir dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles. Parce que nous sommes dans une zone humide. Donc Kédougou est une zone humide et comme vous l'avez si bien dit, si on accompagne, je pense que, surtout par rapport maintenant aux entreprises qui sont installées dans la zone. Il y en a une vingtaine. Oui, par rapport à la RSE, ils devaient systématiquement pouvoir accompagner la région. Et je pense quand même que les autorités aussi sont en train de faire le maximum possible là-dessus pour que ça puisse marcher davantage. C'est ça, on espère faire plus. Exactement, on espère que ça va vraiment changer parce que ça fait tellement d'années que l'on porte ce plaidoyer vraiment et comme tu l'as dit, c'est carrément paradoxal qu'il y ait autant de richesses sur place et que les populations n'en bénéficient presque pas, n'est-ce pas Mambinta? Oui, effectivement, c'est vraiment désolant cette situation. Et même lors de notre LCOI que nous allons présenter tout à l'heure, nous préparons de projeter un film
qui parle de l'aspect orpaillage au niveau de Kédougou. Et c'est très important qu'on en parle pour marquer l'impact qu'il y a dans l'environnement avec l'utilisation de l'orpaillage et les techniques de fabrication qui sont actuellement menées là-bas et comment ça impacte sur la communauté de Kédougou. Donc c'est une problématique qu'il faut discuter et continuer de faire le plaidoyer au niveau de nos autorités pour que vraiment des solutions soient trouvées au plus vite. Oui, parce qu'en termes de biodiversité, comme tu le disais, Kédougou fait partie des régions les plus riches. Hein. Oui, effectivement, en termes de biodiversité, Kédougou a su préserver cette biodiversité-là et protéger son environnement par l'initiative des communautés locales. Et même Corps Africa, dont je représente aujourd'hui comme alumni, ont affecté des volontaires dans ce sens, dans la région de Kédougou, qui sont au nombre de 10 et qui sont actuellement là-bas pour essayer de proposer des solutions avec des communautés pour pouvoir trouver des solutions ensemble sur les aspects liés au changement climatique et sur d'autres domaines bien définis. C'est ça. Adama, si tu permets, j'espère qu'avec les 600 milliards, il y aura une part belle qui sera faite justement au tourisme et à la culture, parce qu'on sait que beaucoup d'acteurs gravitent justement autour de ce secteur-là à Kédougou. Donc, surtout... C'est-à-dire que si on met une partie des 600 milliards, mais il faut voir comment ça peut se multiplier avec les visiteurs qui se multiplient aussi. Et effectivement, c'est tellement porteur que je pense qu'on ne s'imagine même pas en fait à quel point ça peut rapporter par la suite quand on y met vraiment les moyens. Surtout qu'on est dans une période de relance et de redynamisation. Et tout à l'heure, dans l'élément, quelqu'un a dit que malheureusement, c'est une région qui manque d'infrastructures hôtelières et il le faut quand on veut booster le tourisme naturellement. Absolument. Pour pouvoir accueillir tout ce monde. Oui, pas seulement quand le chef de l'État et le gouvernement se déplacent. C'est sûr qu'ils ont il faut y aller, comme tu dis. Il faut y aller toute l'année. C'est ça. Il y a des périodes où c'est beaucoup plus doux d'ailleurs d'être à Kédougou que dans d'autres régions. Et puis avec les cascades et autres, effectivement. Comme en ce moment, je pense que le climat, ça doit être clément en ce moment, n'est-ce pas? Il ne pleut pas beaucoup, il fait un peu frais, peut-être ça doit être agréable. Il y en a même qui aiment y aller quand il pleut parce qu'ils se disent que du coup, sur le chemin aussi, on va être moins affecté par les très hautes températures. Et c'est vrai que je pense qu'on peut tous avoir notre période préférée pour aller à Kédougou. Il n'y a pas de mauvais moment. Ce qu'on ne nous a peut-être pas raconté, c'est que véritablement sur place, on a parlé d'écosystèmes, bien évidemment. On peut voir des varans, il y a tout là-bas. Des chauves-souris. des singes. D'ailleurs, parmi les enjeux, il y a aussi la lutte contre le braconnage. Exactement. Absolument. Surtout quand on fait les 7 km pour se rendre à Dindifelo, avec les panneaux d'avertissement, là, attention chimpanzé. Ah oui, il y a tout le monde. Attention serpent venimeux. Tu as eu peur, c'est ce que tu veux nous dire. Il faut être aguerri. Oui, mais c'était magnifique. Mais tout se passe bien en général. C'est vrai. On est là, tout s'est bien passé finalement. Et la carte postale de Kédougou. Effectivement, donc la carte postale, c'est les images qu'on a pu voir un petit peu en fond pendant qu'on discutait de cette région magnifique, encore une fois. Et ça nous rappelle, pour tous ceux qui l'ont un petit peu suivi en nous écoutant, que voilà, Kédougou, ça reste une région à visiter absolument pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et où retourner pour ceux qui l'ont déjà fait. C'est ça. Tout à fait d'accord avec elle. Oui. Alors Laura, on va passer à l'agenda culturel maintenant. Oui, alors on a 4 dates à retenir pour cette semaine. Donc déjà aujourd'hui, il y a la première édition du Salon du livre jeunesse Dakar Livre qui va s'ouvrir au Centre culturel Blaise Senghor. Donc c'est la première édition à soutenir. C'est organisé par l'Association sénégalaise des éditeurs. Ça dure jusqu'à samedi. Et au programme, on aura en fait des rencontres entre les auteurs et les lecteurs. Et puisqu'on parle de livres jeunesse et pour les enfants, il y aura aussi des ateliers didactiques et ludiques, des ateliers d'écriture, des ateliers d'illustration. Donc voilà, c'est la première édition encore une fois, il ne faut pas hésiter à y aller, ça dure jusqu'à samedi. On a aussi à Ngor le regard documentaire Ciné-Plage. Donc c'est une série de panels, de projections de films et de débats qui se sont organisés sur l'île de Ngor du 4 novembre au 16 décembre. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce qu'il y a eu 4 samedis finalement. Et samedi 18, donc ce week-end, on aura un panel sur la production documentaire en hommage à Bouna Medunsey et à Ndoye Doutz. Ce sera à 20h au complexe Kariadikon sur l'île de Ngor. Et enfin, on a deux appels à candidature. Donc, on n'a plus que quelques jours pour envoyer sa candidature aux compétitions de slam et de graffiti qui sont organisées par Africulture Ban dans le cadre du programme Power to Yacht. Donc ça, c'est
jusqu'à ce samedi 18 novembre. Et on a enfin un autre appel à candidature, ça c'est jusqu'au 25 novembre, on a encore le temps. C'est pour une formation en e-commerce et au marketing digital pour les designers de mode. C'est pour apprendre un petit peu à faire du commerce en ligne et à vendre sa marque, mais qui soit spécifié vraiment vers la mode. Et les inscriptions, comme je vous disais, c'est jusqu'au 25 novembre 2023. Oui. Et un autre appel à candidature dont tu parles, ça devrait intéresser peut-être Sarah. Oui. Ou non? Absolument. On est tous entrepreneurs. On va dire toutes les femmes. Finalement. Oui. D'ailleurs, c'est la semaine de l'entrepreneuriat. Oui. Toute cette semaine, c'est le Global Entrepreneurship Week. J'y arrive. Et donc, Adama, je ne sais pas ce que tu vends, ni ce que Laura vend, mais j'ai finalement l'impression qu'on est tous devenus des entrepreneurs en herbe dans le pays. Hein. Tout le monde vend un peu quelque chose. Tout le monde a un side business. Tout le monde a un petit business à côté, des petites sociétés dans la com et tout ça. Il le faut. Il le faut. Il le faut. Il le faut. Pour arrondir les fins du mois. C'est ça. Les temps sont durs. Exactement. Merci beaucoup Laura pour ta chronique culture. À 7h passées de 10 minutes, c'est l'heure de recevoir notre premier invité dans Kenkeliba de ce mercredi. C'est juste après ceci. Il s'agit du lieutenant Armand Seck, chef de la brigade régionale de l'hygiène de Dakar, et il va revenir sur les activités de lutte antivectorielle post-hivernale, Sarah. Absolument. On commence avec vous, lieutenant Armand Seck, dans la deuxième partie. Et bien évidemment, c'est Mam Binta Ndour qui répondra à nos questions. Il nous racontera quelques anecdotes aussi, pourquoi pas, de ces années de lycée avec Adama. Mais pour l'heure, intéressons-nous justement à ces opérations qui vont bientôt démarrer à Dakar, des opérations importantissimes d'ailleurs. Avant cela, lieutenant, j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur le service national d'hygiène. Comment est-ce qu'il est organisé? Pour le rappeler à nos téléspectateurs, vous le disiez tout à l'heure, ce sont des brigades régionales, c'est ça? Bon, le service national de l'hygiène est un service qui est basé sur la pyramide, qui est au niveau du ministère de la Santé d'ailleurs. Donc c'est un service appartenant au ministère de la Santé. Donc nous sommes dans la santé publique, dirigé par un médecin militaire, un médecin colonel, donc qui est le chef du service national de l'hygiène. Et on a réparti en 14 brigades régionales. Je pensais que c'était les forces armées, non du tout. C'est le ministère de la Santé. C'est le ministère. Nous sommes un corps paramilitaire, mais comme la police qui appartient. Donc nous sommes dans un corps, nous sommes un corps paramilitaire, mais au niveau du ministère de la Santé. Donc ce sont les soldats de la santé. Comme les douaniers sont les soldats de l'économie. Donc c'est comme ça. Donc actuellement, nous sommes au niveau, depuis, nous sommes au niveau du ministère de la Santé. Et on partage maintenant avec nos amis civils, donc médecins et autres, ce beau ministère pour assurer la sécurité dans le cadre de la santé et de l'hygiène d'une manière générale. C'est ça. À Dakar, il y a juste... Maintenant, pour ce qui concerne la région de Dakar, il y a la brigade régionale de Dakar qui est composée de 6 sous-brigades, dont la brigade départementale, la sous-brigade départementale d'hygiène de Dakar, la sous-brigade départementale de Pikine, la sous-brigade départementale de Guédiawaye, la sous-brigade de Rufisque, la sous-brigade de Kermassar et la sous-brigade de Mbao. Et à Kermassar, on a une spécificité avec le district de Yeumbeul où on a une antenne d'hygiène qui est rattachée à la sous-brigade de Kermassar. Et justement, en termes de marge de manœuvre, c'est le service national d'hygiène qui chapeaute tout ça. Mais j'imagine que chaque brigade a quand même une certaine marge de manœuvre pour aller chercher des financements et autres pour accompagner différentes activités. Affirmatif. Donc, on fonctionne comme tout autre service de l'État. Hein. Donc maintenant, surtout dans le cadre de la santé, donc chaque brigade maintenant a l'autonomie de pouvoir s'organiser. Donc maintenant, dans le cadre régional, comme dans le cadre opérationnel avec les sous-brigades, qui s'organisent bien, aller à la recherche de fonds, comme vous l'avez dit, avec le partenariat aussi. Nous avons aussi les appuis de l'État, plus maintenant les partenaires techniques et financiers qui appuient aussi dans le cadre de l'organisation de nos activités pour réussir et atteindre les objectifs. Mais justement, en termes d'activité, celle de demain est importante. J'aimerais que vous puissiez nous rappeler cela. Quelle est justement l'importance de ces opérations de lutte antivectorielle post-hivernale? Bon, maintenant, pour ce qui concerne la lutte antivectorielle d'une manière générale, ça nous permet de diminuer au maximum les différents types de vecteurs qui peuvent transmettre des maladies. Comme je prends l'exemple du paludisme ou bien de la dengue. Et pourquoi maintenant cette activité, nous l'avons fixée à cette période? Parce qu'on fait une activité pré-hivernale d'abord pour sécuriser les populations, parce que nous allons vers l'hivernage et qui connaît
L'hivernage, il y a forcément des pluies. Donc on aura une multiplication des gîtes larvaires qui va entraîner maintenant une prolifération des moustiques. C'est ça. Donc on essaie maintenant d'éliminer au maximum les moustiques pour diminuer leur prolifération durant l'hiver. Et ces opérations pré-hivernales se déroulent en général quand? Au mois de juin, juillet. Juin, juillet, juste avant les premières pluies. Voilà, juste avant les premières pluies. Maintenant, en arrivant après l'hivernage, on a constaté aussi une prolifération des moustiques avec les inondations et tout ce qu'on a comme multiplication de gîtes larvaires. Maintenant, on prend une activité de traitement post-hivernal pour essayer au moins de diminuer au maximum les moustiques et tout ce qu'on a comme autres nuisances pouvant transmettre des maladies. Et ce qui va permettre d'améliorer la sécurité sanitaire des populations. C'est ça. Vous avez parlé tout à l'heure de cas de dengue. Il y en a eu également cette année. Oui, la dengue, on en a à Dakar. À Dakar, c'est ça. Surtout dans tous les districts actuellement, on a notifié des cas. Et pourquoi on a choisi aussi la zone de Pikine? Parce qu'on a constaté que les nouvelles notifications que nous avons sont là dans le district de Pikine, donc surtout plus précisément vers la zone de Thiaroye et la zone de Dalifort. D'ailleurs, on a profité de l'occasion pour le week-end passé, essayer de faire une activité spécifique pour Dalifort, parce qu'il y avait beaucoup de cas. Donc on a essayé de traiter, comme c'est une commune qui n'est pas trop vaste, donc avec l'investigation que nous avons faite sur Dalifort, on était obligé maintenant d'anticiper pour essayer au moins d'éradiquer ou bien de diminuer au maximum quand même les vecteurs au niveau de la commune de Dalifort. Comme on parle de la dengue, on va parler aussi en même temps du chikungunya. Il y a eu quelques cas également à Kédougou notamment notifiés. Ces opérations de saupoudrage généralement ou de désinsectisation permettent de lutter contre ces maladies? Effectivement, toute maladie à transmission vectorielle peut être éliminée ou bien avec la lutte antivectorielle. Il suffit juste de mettre le produit adéquat avec une application adéquate et conforme, en respectant les normes environnementales, pour essayer d'éliminer les vecteurs et ne pas aussi perturber l'environnement. Mais au-delà de ces opérations que vous menez, par exemple, en ce qui concerne le paludisme, c'est une lutte de tous les jours. Ça veut dire que les ménages doivent aussi continuer justement dans ce sens-là. Est-ce que vous menez des opérations de sensibilisation aussi au niveau de ces ménages-là? Effectivement. Donc, dans les missions du Service national de l'hygiène, la principale, c'est la sensibilisation. Et d'ailleurs, par rapport à nos activités de routine, donc on constate que du lundi au jeudi, les agents d'hygiène entrent dans les domiciles et dans les lieux de travail, et surtout au niveau des établissements recevant du public, pour essayer de sensibiliser par rapport maintenant à la sécurité sanitaire d'une manière générale. Et cette période que nous sommes, on est en train de faire le maximum pour accentuer ces sensibilisations par rapport à la lutte antivectorielle. Parce que quand on constate qu'aujourd'hui, le développement a entraîné l'installation de beaucoup d'immeubles et une perturbation d'une manière générale de l'environnement, il y a aussi la multiplication des gîtes, même à domicile. Parce que les gens pensent qu'on a gîte larvaire que lorsqu'il y a un étang d'eau, alors que même sa clim peut entraîner un gîte larvaire dans ta maison. Ah oui? Oui, parce que l'eau qui est rejetée par la clim, si vous laissez cette eau-là stagner dans un récipient, que ça soit maintenant pendant une semaine, voire plus, donc automatiquement, vous pouvez entraîner une multiplication des moustiques dans la maison. Les pneus usagés, tout ce qu'on a comme déchets, qui peut capter de l'eau et qui peut rester avec pendant plus d'une semaine, donc pour systématiquement devenir un gîte larvaire à domicile. C'est pourquoi les agents d'hygiène entrent dans les maisons pour sensibiliser par rapport à l'élimination des déchets et surtout par rapport à ces vidanges de ces récipients qui peuvent contenir de l'eau dans les maisons pour éviter au maximum la multiplication des moustiques à domicile. Et ça, nous le faisons de routine pour essayer au moins d'accompagner. Et cette semaine, nous allons l'accentuer. Et l'autre aspect, on va voir avec un ami, donc un partenaire du service d'hygiène qui a des drones, donc qui va nous aider, qui va nous assister par rapport maintenant à notre partenaire pour qu'on puisse faire la cartographie de l'ensemble des gîtes larvaires potentiels de la région de Dakar. C'était ma prochaine question. J'allais justement vous demander si vous avez réussi à réaliser une cartographie qui nous permettrait aujourd'hui de connaître les zones à risque. Voilà, cette cartographie, on a démarré depuis hier. Maintenant, on continue aujourd'hui. Donc, ils ont rendez-vous avec nous à 8h, 8h30 au niveau du bureau pour qu'on puisse au moins se répartir les tâches et aller faire la cartographie de l'ensemble des gîtes potentiels de larvaires au niveau de la région. Et ça va nous permettre, cette cartographie va nous permettre de comprendre, d'avoir d'abord la liste des gîtes
et en même temps la composition de ces gîtes et ce qu'on a comme germe au niveau du gîte. Quels sont les différents moustiques qui sont développés, la température de l'eau. On dirait même, on va même aller jusqu'à savoir les paramètres physico-chimiques de l'eau pour pouvoir s'adapter par rapport maintenant aux produits qu'on va utiliser. Parce que quand on utilise certains produits pour certains gîtes, par exemple, les gîtes qui sont basiques, si on utilise certains produits, donc ça peut ne pas avoir un résultat adéquat. Et ce que nous voulons cette fois-ci, c'est utiliser des produits qui seront efficaces et qui ne feront pas beaucoup d'impact par rapport à l'environnement et par rapport à la santé des populations. Et justement, c'est la technologie qui vous permet de réaliser cela. Vous parliez de drones tout à l'heure, c'est bien. On peut dire que le service national d'hygiène se modernise quelque part, n'est-ce pas? Bon, effectivement, c'est ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, parce que comme vous l'avez dit tantôt, par rapport aux entreprises, donc dans le cadre de la RSE, et surtout avec les partenaires techniques et financiers, et en même temps les collectivités territoriales, parce que la santé est une compétence transférée. Eux aussi, ils doivent mettre quelque chose par rapport à l'effort de guerre. C'est pourquoi on a ratissé large, donc pour essayer de voir quelle technique utiliser pour qu'on puisse au moins faire au maximum, réussir au maximum du moins la mission de lutte contre les vecteurs pour la région de Dakar. Ces produits ne sont-ils pas dangereux? Quelle garantie pour la santé des populations? Bon, ces produits ne sont pas dangereux, si, parce que tout produit pesticide peut quand même avoir des effets sur mais c'est une opération de grande envergure. Et les gens, non, ça n'expose pas du fait que ça se fait la nuit. Donc on va faire, pour ce qui concerne le saupoudrage, ça se fera que la nuit. Et même pour ce qui concerne la nébulisation qu'on fera avec certains drones, donc on va utiliser des produits pour faire une nébulisation, une fumigation pour dans certaines zones. Là aussi, il suffit juste que la population, et on en profite maintenant pour attirer l'attention de la population, pour qu'ils puissent au moins cette semaine faire tout pour couvrir les aliments et l'eau. C'est important ce que vous dites là. Parce que sinon, bon, on peut avoir, avec les films de produits, ça peut se poser, surtout par rapport maintenant aux vendeurs des aliments dans la rue. Mais les activités opérationnelles nocturnes vont démarrer à partir de 23h. Donc ça sera... À partir de demain jeudi? À partir de demain jeudi. À 23h. Oui. Mais après aussi, lieutenant, il y a ces opérations de désinfection que l'on fait en interne dans les maisons. On sait qu'après l'hivernage, c'est une période propice à la prolifération de certaines maladies, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. On sait aussi qu'on ne fait pas souvent appel à ces agents-là pour désinfecter les maisons. J'aimerais savoir à quelle fréquence il faudrait justement le faire et à quel moment de l'année, le moment de l'année idéal pour désinfecter sa maison. Non, la désinfection à domicile, ça dépend maintenant de ce que vous voulez traiter. Parce que quand on est dans une maison et qu'on veut faire une désinfection systématique, ce n'est pas recommandé. Il suffit juste d'avoir une bonne technique, c'est-à-dire d'appliquer les bonnes pratiques d'hygiène par rapport au nettoiement et à l'entretien de votre maison. Et vous n'avez pas de problème. Maintenant, pour ce qui concerne la lutte contre les vecteurs, là, on peut utiliser soit les moustiquaires imprégnés pour se protéger contre le paludisme, ou bien utiliser des produits, comment dirais-je, des appâts qui pourront être des répulsifs par rapport maintenant à certains insectes. Maintenant, s'il s'agit de lutter contre les cafards et autres, il suffit juste d'adresser une correspondance il y a des structures qui sont agréées par le service d'hygiène qui peuvent vous faire le traitement adéquat parce qu'on les a bien contrôlés et puis on fait un suivi avec eux. Ou bien adresser une correspondance à la brigade d'hygiène pour faire une demande. Donc à la brigade d'hygiène la plus proche, peut-être il va venir maintenant pour voir quels produits on peut utiliser dans votre domicile pour ne pas quand même impacter la santé des habitants du domicile. Mais ce n'est pas recommandé d'utiliser n'importe quel type de produit pour des aspersions intradomiciliaires. Parce que c'est ce qu'on nous propose maintenant. Il y a beaucoup de sociétés qui offrent ce service maintenant. On vous nettoie tout, on vous enlève tout, on saupoudre, on désinfecte. On désinfecte tout. En tout cas, pour ce qui concerne la désinfection, la désinsectisation et surtout la lutte contre les rats, c'est-à-dire la dératisation ou bien contre les souris, il faut impérativement... Si vous voulez le faire, il faut s'adresser aux entreprises qui ont eu un agrément ou bien un arrêté du ministère chargé de la santé publique. Mais ne prenez pas n'importe qui, parce que nous ne pouvons pas certifier ce que les autres sont en train de faire. Donc c'est le service d'hygiène ou bien les entreprises qui ont été agréées par
par le service d'hygiène. Parlons maintenant des moyens et justement des hommes qui vont être mobilisés pour ces opérations d'envergure. Combien d'hommes pour justement ratisser tous les départements de Dakar? On est sur 5 départements. Ils doivent tous être couverts, j'imagine. Et quelle est la méthodologie qui sera utilisée? Bon, voilà. Actuellement, pour ce qui concerne le commandement central, donc on aura un poste de commandement qui sera dirigé par un sous-officier, donc qui va maintenant organiser l'ensemble de ces activités. Mais dans chaque sous-brigade, il y aura une organisation interne. C'est le chef de sous-brigade qui va s'organiser avec ces éléments pour pouvoir au moins ratisser le maximum possible de quartiers par rapport à sa sous-brigade. Et il y a des drones qui vont venir maintenant pour appuyer pour ce qui concerne la nébulisation. Mais l'activité phare, c'est d'abord la sensibilisation pour que les populations puissent au moins prendre les devants par rapport à la prévention, pour leur sécurité, et en même temps aussi faire le maximum pour ce qu'on appelle la lutte antivectorielle à domicile, c'est-à-dire la lutte communautaire, pour que les gens puissent éliminer l'ensemble des déchets, tout ce qu'on peut avoir comme gîte larvaire à domicile, que les populations puissent quand même les éliminer en s'appuyant sur ces visites à domicile que les agents vont organiser dans le cadre de la sensibilisation. Et maintenant, le reste, on laisse aux techniciens du service d'hygiène, en fonction de chaque brigade. Parce que Dakar va s'organiser, le département de Dakar va s'organiser avec son chef de sous-brigade, le département de Pikine, ainsi de suite. Donc tous les départements vont gérer avec le... Donc on va mobiliser d'une manière générale à peu près 118 éléments pour toute la région, mais en fonction de chaque sous-brigade. Maintenant, le niveau régional va coordonner les activités par rapport à cette lutte avec une équipe qui va faire des supervisions pour voir quels sont les problèmes rencontrés et qu'est-ce qu'on peut faire pour assister. Laura ? Oui, j'ai une question pour le commandant. Est-ce qu'au niveau des services d'hygiène, vous avez une certaine présence sur les réseaux sociaux pour passer un petit peu tous ces messages-là? On parlait un peu de la modernisation avec les drones et autres. Est-ce qu'on peut retrouver, par exemple, vos campagnes, les grosses dates et même des petits conseils un peu du quotidien, comme vous avez dit, sur les réseaux sociaux? Et si ce n'est pas encore le cas, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Bon, c'est le cas, mais on aimerait quand même améliorer à tout moment, parce qu'à chaque fois, on augmente. Donc, dès que vous entrez dans le ministère de la Santé, donc tout est à l'intérieur. Il y a aussi les listes du service d'hygiène, mais à chaque fois, améliorer ou bien augmenter. Vous avez un community manager qui vous accompagne ou pas? Non, une équipe digitale, pas encore. Pas encore. Ah, non. Il faut une équipe digitale maintenant. Appel à candidature. Appel à candidature. Une équipe digitale pour accompagner tout ça, parce que vous donnez beaucoup de conseils importants au quotidien. Et il y a même les médias, surtout les radios, qui peuvent servir justement de support pour faire passer ces messages de prévention. Il n'y a pas de problème. De toutes les façons, nous vous tendons la main pour essayer de voir maintenant comment... C'est une question de moyens aussi. Et justement, c'est l'occasion d'appeler les sociétés et les entreprises aussi à accompagner la brigade de Dakar et de manière générale le service national d'hygiène. C'est ça. Puis celles qui ont des agréments, c'est dans leur intérêt aussi pour se faire mieux connaître aussi et peut-être lutter contre ceux qui n'en ont pas et qui donnent parfois, comme on le disait, des produits qui n'ont rien à voir ou qui sont mauvais pour la santé ou qui ne donnent pas les conseils qui vont bien avec. Je pense que peut-être en essayant de s'organiser en synergie avec peut-être certains d'entre eux qui sont peut-être déjà sur les réseaux sociaux, de se dire, voilà, nous, on en est déjà à ce stade, qu'est-ce qu'on peut faire pour le service d'hygiène pour permettre aussi de se faire mieux connaître, comme vous le faites ici sur ce plateau, par exemple. Il faut mobiliser les jeunes aussi. Hein. Il y a les volontaires de Coop Africa qui pourraient vous accompagner. De toutes les façons, nous sommes ouverts, donc on vous tend la main pour essayer au moins de nous appuyer par rapport à... Surtout la brigade de Dakar, parce qu'actuellement on en a besoin. Bon, au niveau central, peut-être il y a quelque chose qui est en train d'être fait, mais si aussi on pouvait l'avoir au niveau de la région de Dakar, et puis pourquoi pas aller jusqu'à l'avoir au niveau de chaque région du Sénégal, quand même, ça sera fondamental pour le service. N'est-ce pas, Mambinta? Nous félicitons vraiment pour l'initiative et nous encourageons à ce sens, comme on a l'habitude de le dire, un corps sain dans un environnement sain. Et lorsqu'on parle d'environnement aussi, il faut qu'on ait cet esprit de développer des éco-gestes qui nous permettent au quotidien de prendre en compte notre cadre de vie. C'est ça. Et vraiment, nous en profitons pour vous inviter pour la conférence
locale de la jeunesse sur le climat. Oui. Une Merci. occasion de discuter question, aussi sur comment nous pourrons collaborer en tant que jeunes militants de l'environnement, parce que c'est des choses qui sont liées. Santé et environnement, c'est deux domaines qui sont indissociables. Absolument, tout à fait. C'est vrai. Une dernière question, si j'ai le temps. Oui. Voilà, le bassin de rétention de Manane. Pourquoi on a choisi Guinaouraï? Parce que les derniers cas de dengue sont détectés à dans la commune, dans le district de Pikine. Et maintenant, on a choisi le poste de santé de Guinaouraï, donc au niveau du district sud, avec la sous-brigade de Pikine. Donc c'est le chef de sous-brigade de Pikine qui sera l'acteur opérationnel, qui va diriger les opérations. Et maintenant, on a une cérémonie de lancement qui sera présidée par le gouverneur de la région de Dakar, au niveau du bassin de rétention qui se trouve juste derrière la mairie de Guinaouraï Sud, en collaboration avec le maire de la commune et les populations de Guinaouraï, pour essayer au moins de sensibiliser davantage et de délarver devant eux le bassin et en même temps faire une cérémonie de lancement et démarrer les activités officiellement les activités de saupoudrage au niveau de la commune. À la zone de captage aussi, il y aura une opération spéciale. Il y aura tout. Oui, la zone de captage. Au niveau de la zone de captage, il y aura forcément une activité de délarvation parce qu'il y a le bassin. Et là, ce sont les drones qui font la cartographie, qui vont déterminer. Vous souriez quand vous en parlez de ces drones-là. Non, c'est juste pour montrer que cette fois-ci, ce que nous voulons, c'est ne plus faire dans le tâtonnement. Donc, aller au fond pour savoir quels sont les produits que nous devons utiliser par rapport à chaque type d'eau. Parce que ce ne sont pas tous ces bassins de rétention n'ont pas le même type d'eau du moins. Il faut maintenant savoir quel est le produit qu'on doit utiliser pour avoir plus de résultats efficaces. C'est ce qui a entraîné aujourd'hui la mobilisation de ces drones. Mais ce ne sont pas les drones qui vont faire seuls le travail, parce qu'il y a certains quartiers où il faut nécessairement mettre des véhicules avec de la poudre pour pouvoir atteindre la cible de vecteurs. Oui, absolument. Merci beaucoup, lieutenant. D'autres questions, peut-être, ce sera avant la fin de cette matinée. À la périphérie de la ville de Kédougou, le président Macky Sall a visité le groupe Yelitare, spécialisé en production laitière. Une visite guidée qui a permis aux responsables d'expliquer au chef de l'État les différentes étapes de production du lait pasteurisé. Qui dit pasteurisation, c'est chauffer et refroidir en temps record. On chauffe à 90 degrés, on refroidit à 43 degrés. Ici, vous avez l'homogénisateur, communément appelé Bourgal et Poulard. Bourgal, oui. Donc ça a été modernisé. La capacité est de 5 tonnes par heure, pouvant aller jusqu'à 250 bars. Notre process se limite à 180 bars. De l'unité du Benter à la salle des machines en passant par la zone de préparation et l'unité de traitement, une des plus modernes d'ailleurs, ou encore la zone de fermentation, tout a été passé en revue pour permettre au président Macky Sall de mieux comprendre le système de production, mais également la qualité du produit fini. Donc là, c'est un dessiccateur. Donc cette machine-là, elle nous permet d'avoir l'humidité du produit, soit le yaourt ou bien le lait en poudre. Parce que le lait en poudre, en fait, bien qu'il soit sec, il contient une petite partie d'eau. Et si voilà, exactement. Si cette partie excède 5%, ça peut avoir des répercussions négatives sur le produit. Donc voilà. Donc ici, c'est un pH mètre. Il nous permet d'avoir le pH. Là, c'est une étude. On va expliquer plus amplement de l'autre côté. Donc là, on a des frigos où on garde tous nos produits de tous les jours jusqu'à la date de péremption. Pour voir à peu près comment ils sont. 60 toujours. 60 pour le yaourt et 45 pour le tchad. Donc voilà. Donc on garde des échantillons de tous nos produits jusqu'à la date de péremption pour voir à peu près comment ils se comportent. Donc là, ils sont à température optimale, c'est-à-dire à 4 degrés. Un établissement implanté ici en 2014 par un champion connu surtout dans le domaine de la production de bananes. Une initiative saluée par le président Sall. Chez Mamadou Sall, on le connaît, la banane, champion de la banane au Sénégal. Grâce à ses efforts, aux efforts des producteurs de bananes, aujourd'hui nous sommes quasiment à l'autosuffisance. 66 000 et il faut la consommation nationale est de 70 000. Donc on y est presque.
Mais grâce à des hommes comme lui qui ont investi, qui malgré les difficultés, les intempéries, sont là pour assurer cette production. Mais là, il a avec ses enfants un modèle qu'il faut saluer de production de produits laitiers, avec tout ce que cela comporte comme exigence en matière de qualité, en matière microbiologique et en matière de façon générale. La production du yaourt, on le sait, est une production très très exigeante. Très exigeante, et là vous avez des produits qui sont consommables dans tous les pays du monde. Donc c'est vraiment aux standards les plus élevés. Qu'on le fasse à Kédougou, bravo. Mamadou, bravo aux enfants également. Merci. L'initiative doit inspirer tout le secteur privé national, un établissement qui mérite d'être soutenu. Ils sont dans la valeur ajoutée, ils sont dans l'emploi, ils sont dans ce qu'on peut appeler l'émergence réelle. Et j'invite les entreprises sénégalaises, les hôtels, la compagnie aérienne Air Sénégal à s'approvisionner ici pour ses clients, puisque c'est un produit qui a de la qualité. Cette unité de production de yaourt est un exemple à suivre pour participer davantage à la dynamique de développement à la base. Taxi clando, autrement dit, taxi qui roule dans la clandestinité. À Dakar, comme partout au Sénégal, des garages clando sont érigés un peu partout. Ils transportent des clients en longueur de journée avec un système bien réglementé. Les départs sont calés selon l'ordre d'arrivée. Les taxis clando, une fois sur place, donnent leur matricule, on l'enregistre. Ensuite, quand leur tour arrive, avant de quitter, ils donnent 200 francs CFA. C'est une façon de s'entraider entre nous chauffeurs. Parce qu'il faut savoir que la plupart des coxeurs sont aussi des chauffeurs. Les taxis clando desservent pratiquement tous les axes de la capitale avec des prix bien normés. Ils font des navettes toute la journée et même la nuit. Parfois, avec la fatigue, les chauffeurs se relaient. Les tarifs sont fixés comme suit. Gibraltar, Liberté 6, c'est 500. Si c'est Niaritali, c'est 300. Et si c'est le monument, là, c'est 200. Actuellement, je suis en pause. J'ai pu empocher 25 000. Maintenant, celui qui prendra le relais doit me verser 20 000. Sincèrement, on s'en sort. Et grâce à ce travail, on prend en charge notre famille. À Dakar, il y a certes une diversité dans le transport, mais beaucoup préfèrent les taxis clando. D'abord pour l'accessibilité, mais aussi les prix qu'ils jugent abordables. La rapidité figure également parmi ses avantages. C'est moins cher, c'est facile, c'est accessible, c'est confortable. Bon, c'est surtout ça. Il y a plus de sécurité et puis c'est moins cher que les taxis. Et puis il n'y a pas beaucoup de bousculades. Tu es à l'aise, franchement c'est bien quoi. Le prix est moins cher parce que si tu dois prendre un taxi, tu vas payer 3 000 francs ou bien 4 000 ou 3 500. Alors qu'ici, tu payes juste 500. Les taxis clando sont certes tolérés dans l'univers du transport urbain, mais peinent toujours à disposer d'un statut légal. Les forces de l'ordre leur taxent souvent de transport irrégulier. Nous sommes très fatigués des tracasseries policières. Parfois, ils nous trouvent ici, prennent toutes nos pièces et refusent de nous attester. Et quand on fustige, on nous dit que vous n'avez pas le droit de vous rebeller. Pourtant, nous sommes des citoyens sénégalais. Nous travaillons dignement. On demande à l'État de nous accompagner. Certains disent même que si le BRT commence à rouler, le garage est éliminé. Pour beaucoup, l'État doit travailler à légaliser les taxis clando car ils jouent un rôle important dans le transport urbain. Faire de sorte que les véhicules soient accessibles et que les jeunes travaillent, ça c'est un emploi. Quand ils le voient, ils cherchent l'argent, dignement, mais avec la tractation policière, l'illégalité qui fait que tout est cher. Donc pour moi, l'État peut faire de sorte que c'est accessible aux jeunes et à tout le monde. Faciliter aussi, c'est-à-dire les passagers, pour qu'on puisse se déplacer facilement.
Les taxis clando font travailler beaucoup de jeunes. Ils participent aussi au renforcement du transport urbain. Pourtant, ils ne disposent toujours pas de statut légal. Malgré tout, ils continuent de rouler, mais dans la clandestinité. Merci à la régie. C'était donc le bulletin d'information de ce mercredi 15 novembre 2023 dans Kinkeliba. La suite de votre matinale à 7h passées de 40 minutes. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent depuis 6h30 sur la RTS, mais aussi sur les réseaux sociaux. Vos réactions à suivre donc tout à l'heure. Alors, nous allons direction Paris retrouver Tafa qui nous présente aujourd'hui Jean Diom, qui est un ingénieur biomédical formé à l'école polytechnique de Dakar et il a été repéré par une ONG. L'ONG s'appelle la Chaîne de l'Espoir et c'est cette ONG qu'il a justement recruté pour diriger un département biomédical à Bamako. Et c'est justement dans ce cadre qu'il a été acheminé au CHU de Grenoble pour un renforcement de capacité. Et Tafa est justement allé à sa rencontre et il nous raconte son quotidien dans cet élément. Dans le monde de l'ingénierie biomédicale, il existe des individus exceptionnels qui consacrent leurs expertises à améliorer la vie des plus vulnérables. Jean Diom, diplômé de l'école polytechnique de Dakar, est l'un de ces individus inspirants. La chaîne de l'Espoir, qui est présente depuis de nombreuses années au Mali, à Bamako, et qui a une antenne locale sur place, a identifié qu'au niveau biomédical, il y avait un réel besoin d'accompagner l'équipe technique déjà en place en apportant une expertise complémentaire via le recrutement d'un ingénieur biomédical. C'est vrai que dans la sous-région, on a identifié différentes écoles, d'où sortent des ingénieurs qualifiés, et c'est comme ça qu'on a repéré Jean, donc qui sort de l'Université polytechnique de l'Ouest africain de Dakar. Donc de fil en aiguille, on a décidé de monter ce projet d'accompagnement de Jean via une formation complémentaire en France. Jean Diom est né et a grandi au Sénégal, où il a développé une passion précoce pour la technologie et la santé. Après avoir obtenu son diplôme en ingénierie biomédicale à l'école polytechnique de Dakar, il a rapidement saisi l'opportunité d'un stage au centre hospitalier universitaire de Grenoble en France. Ce qui m'a bien motivé, c'est simplement un renforcement de compétences, ce qui me permettront de mieux gérer le service à Bamako. Là, je suis en plein apprentissage. La majeure partie du problème qu'on a, c'est la disponibilité des kits. On demande à la chaîne de l'Espoir et la chaîne de l'Espoir va nous livrer directement et ça nous fait gagner beaucoup plus de temps. À l'hôpital Mère Enfant le Luxembourg, mon principal rôle, c'est simplement manager l'équipe sur place. Essayer de motiver mon équipe, essayer d'avoir un seul but qui est simplement arriver à des résultats qu'on peut chiffrer. Son parcours a été jalonné de défis, mais sa passion pour la technologie médicale l'a toujours poussé à avancer. Travailler au CHU de Grenoble est un privilège car c'est un centre hospitalier de renom avec une grande variété d'équipements médicaux sophistiqués. La première étape du parcours de Jean en France a été au sein du siège parisien de la chaîne de l'Espoir dans notre département infrastructure et équipement. La deuxième étape de Jean a consisté à 3 semaines en présentiel au sein du département biomédical du CHU de Grenoble, au contact des techniciens et des ingénieurs biomédicaux. Dans les coulisses, les ingénieurs biomédicaux sont responsables de la gestion des équipements médicaux, allant des scanners aux respirateurs. Leur travail garantit que ces appareils essentiels fonctionnent correctement à tout moment. Je suis attaché à faire du compagnonnage avec des collègues ingénieurs ou techniciens. C'est à ce titre que Jean est venu dans le service, où on a essayé de l'accompagner sur des problématiques qu'il retrouvera dans son établissement. Une problématique plus de maintenance, qui a été prise en charge par les techniciens, et une problématique plus de management d'équipe, où là, j'ai essayé de lui donner quelques règles de base pour que ça se passe bien. J'ai appris énormément de choses sur le côté management, sur la gestion de l'équipe, voilà, les procédures, sur les achats, et aussi sur le côté technique, sur la chirurgie cardiaque, la ventilation, la CEC. Durant son stage d'observation, Jean a aussi pu assister de près à des chirurgies importantes, notamment une opération à cœur ouvert avec le professeur Chavanon. Toute personne qui intervient dans le domaine technique doit assister aux opérations parce que ça nous montre simplement la responsabilité qui nous attend pour mettre simplement en confort les anesthésistes, toute l'équipe du bloc ou bien tous les docteurs qui vont intervenir sur ces équipements. Il y a des vies qui dépendent de nos boulots.
Il faut simplement avoir cette conscience dans la tête que je fais tellement bien mon boulot, cause pour laquelle les consultations, les opérations, tout se passe bien. Donc il faut en arriver à une prise de conscience de tout ça. Et je pense que si on arrive à cela, ça va déclencher quelque chose dans toute l'équipe technique. Et si tout le monde est conscient de l'importance de son boulot, tout le monde se donnera à cœur sur son corps de métier. Cette expérience a été un tournant majeur dans sa carrière et l'a préparé à un rôle de leadership au sein de la chaîne de l'espoir. Alors, merci beaucoup à Tafa qui nous a présenté cet ingénieur sénégalais. Il s'appelle Jean Diom et qui représente dignement le Sénégal au CHU de Je voulais juste Grenoble. dire, lieutenant, vous disiez que vous le connaissez, c'est ça? Ah oui, Jean Diom. Très bien. Un jeune brillant d'ailleurs, que Tafa a eu l'occasion de rencontrer, comme tu disais tout à l'heure. Il est très bien quand même. Oui. Il fait quand même la fierté du Sénégal. Alors, on poursuit avec notre deuxième invité. Alors, il s'agit, comme annoncé en début d'émission, de Mambin Tendou, responsable plaidoyer et mobilisation citoyenne du comité des alumni de Corps Africa Sénégal. Sarah. Oui, tout à fait. Et également de la fondation Mastercard chapitre Sénégal, c'est ça. Effectivement. Une petite présentation de ces deux entités très rapidement. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation et merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter cette initiative de la conférence de la jeunesse sur le climat. Je représente deux entités qui sont le comité des alumni de Mastercard Foundation, un comité qui a été mis en place par la fondation Mastercard. L'idée, c'est de donner l'opportunité aux jeunes qui ont pu bénéficier des programmes qui ont été parrainés par Mastercard Foundation, tels que YALI, tels que Corps Africa Sénégal, tels que d'autres programmes qui ont été parrainés par la fondation Mastercard, de donner l'opportunité à ces jeunes-là d'être des ambassadeurs, de porter le flambeau et d'aider d'autres jeunes universitaires ou d'autres jeunes de la société civile de booster leurs compétences sur l'entrepreneuriat, sur l'engagement communautaire, mais aussi de partager des opportunités de bourse, d'études et de formation. Donc, en ce sens-là, nous sommes 7 membres du comité qui viennent de différents programmes qui ont été parrainés par la Fondation Mastercard. Donc, sur ce, nous avons un plan d'action que nous devons dérouler toute l'année, dans 2 ans, on peut dire. Sur ce plan d'action-là, nous devons mener des actions envers le boost de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons récemment organisé un talk show sur entrepreneuriat en tant que jeunes, je me lance. Et nous avons pu inviter des jeunes modèles qui se sont investis dans l'entrepreneuriat pour qu'ils puissent partager leur expérience à d'autres jeunes universitaires. Et Corps Africa, c'est un corps de volontaires, tout simplement. Voilà, donc Corps Africa, c'est un corps de volontaires. J'ai eu vraiment l'honneur de servir en tant que volontaire en 2018, je faisais partie de la 2e cohorte. Et Corps Africa intervient dans les communautés rurales. Ils affectent des volontaires pour leur permettre de sortir de leur zone de confort, d'apprendre des communautés rurales, mais aussi de servir et de développer des stratégies de résilience et de préparation des jeunes communautaires qu'ils puissent intégrer eux-mêmes cet aspect de l'importance de la citoyenneté et de l'engagement communautaire. Oui, la COP28, c'est du 17 au 18 novembre, on y est déjà. Est-ce que vous avez l'impression que la voix des jeunes est véritablement entendue dans ce grand rendez-vous climat? Oui, je pense qu'il manque et des jeunes Africains notamment. Oui, il manque vraiment cette porte de voix des jeunes. Et c'est même ça qui nous a incité à préparer la conférence, à organiser la conférence de la jeunesse sur le climat, qui est une initiative qui a été mise en place par Yango, une organisation internationale qui regroupe toutes les organisations de la jeunesse
dans le monde, qui est reconnu légalement par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Donc chaque année, Yango donne l'opportunité à des organisations locales dans les pays, de différents pays dans le monde, d'organiser une conférence locale en prélude de la COP. Ça sera une sorte de COP, mais localement, on peut dire, pour permettre aux jeunes de se préparer, de porter leur voix et de préparer une déclaration de la jeunesse qui sera soumise à Yango, qui se chargera de le soumettre lors des négociations, lors de la conférence. Mais la jeunesse africaine particulièrement, parce que l'Afrique a ses particularités aussi. Oui, effectivement. Parce que nous avons nos urgences et nos priorités. Nous avons nos urgences et je pense que même l'objectif de la COP, c'est ça, c'est de permettre aux pays industrialisés d'essayer de réparer leur impact qu'ils ont causé sur l'effet du changement climatique. On en parle depuis longtemps, le financement du fonds vert, que les pays qui polluent le plus s'engagent à polluer moins et tout ça, mais de COP en COP, on en revient toujours au même plaidoyer, c'est ça. Et c'est important aussi pour nous, la jeunesse, d'être entendue sur ces stratégies qui vont être mises en place et des décisions qui vont être prises lors de la COP28 à Dubaï. L'organisation justement de cette deuxième édition va comporter plusieurs aspects. D'abord, il y aura des ateliers intellectuels, c'est-à-dire, comme vous l'avez peut-être expliqué tout à l'heure, il y aura des discussions, mais au-delà, il y aura aussi un investissement humain. Vous serez sur le terrain, n'est-ce pas? Oui, effectivement. L'année dernière, on avait mis en place une conférence pour une journée, mais cette année, pour la deuxième édition, parce que Accor Africa organise la deuxième fois la LCOI, et pour cette deuxième édition, nous avons voulu miser sur les ateliers intellectuels, mais aussi travailler sur le terrain et vraiment porter, sensibiliser les populations à travers l'organisation d'un éco-jogging. Éco-jogging, c'est-à-dire on connaît le jogging, donc le côté écologique qui s'y rajoute. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Comme je le disais tantôt à Liena, l'important c'est d'allier cet aspect, un esprit sain dans un environnement sain. Donc, il s'agit de faire un ramassage des déchets plastiques en alliant le sport. Donc, c'est deux aspects qui seront alliés en même temps, faire du sport et ramasser les ordures au niveau de la plage de Diamalai Yoff jusqu'à Diamalai Cambérène. Donc, c'est deux aspects que nous allons allier, récupérer ces déchets-là et voir comment les mettre en disposition pour des entreprises qui travaillent notamment sur le recyclage des déchets, pour permettre de travailler sur la chaîne de valeur aussi, mais aussi de sensibiliser, parce que le fait qu'on allie cet aspect-là de récupération, de prendre les déchets, c'est pour lancer un message aux populations, pour leur dire que c'est important aussi que les effets du changement climatique ou la lutte contre le changement climatique soit l'affaire de tous et que chacun de son côté peut faire sa part pour atténuer les impacts que nous menons à l'endroit de la pollution plastique. Adama, Laura? Des réactions, je pense qu'on ne peut que saluer l'initiative. Et c'est vrai que, comme tu le disais, effectivement, il y a des pays qui polluent beaucoup plus et des pays qui ne polluent presque pas. C'est le cas notamment de la plupart des pays d'Afrique qui ne polluent presque pas et qui, justement, ont le plus de retombées négatives de cette pollution-là. Donc j'espère aussi, tout comme Sarah, qu'effectivement, il y aura une assez grande part qui sera accordée à la question, justement, des pays qui polluent le moins, mais qui en souffrent le plus de ce réchauffement climatique-là et de l'action humaine dessus, surtout parce qu'il y a la partie qui est naturelle, mais il y a aussi comment ça se multiplie à cause de l'action humaine qui s'y ajoute. Donc je rejoins Sarah aussi sur ce plaidoyer-là, en espérant qu'effectivement les pays d'Afrique seront entendus et les jeunes surtout qui ont des combats à porter en ce sens. Oui, effectivement. C'est pourquoi je reviendrai sur la première journée qui est d'organiser des ateliers de fresques climatiques. Mais pourquoi ces ateliers ne se font pas dans les écoles, par exemple? Ce serait peut-être plus pertinent. Oui, c'est une bonne question que vous avez posée là, parce que nous avons même voulu intégrer l'aspect de l'éducation environnementale et nous sommes en collaboration avec des écoles qui vont venir nous rejoindre, des élèves qui vont venir nous rejoindre, qui vont même participer à l'exposition. Nous avons mis en place une foire de l'innovation verte qui permet aux jeunes qui sont vraiment engagés sur les causes climatiques
de venir exposer le travail qu'ils font, essayer de leur valoriser. Donc, en ce sens, nous sommes en collaboration avec des écoles qui vont venir aussi amener les enfants, qui ont aussi une touche à apporter sur le message que nous voulons véhiculer. Est-ce que le ministère de l'Environnement vous accompagne dans ces initiatives? Vous en avez fait la demande? Le ministère de l'Environnement nous a accompagnés l'année dernière. Et cette année aussi, nous avons organisé un atelier avec eux sur la simulation COP, parce que lorsqu'on parle de COP aussi, il faut permettre aux jeunes de comprendre comment va se dérouler la COP, comment les négociations vont se faire, quels sont les enjeux qui tournent autour de la COP, quelles sont les stratégies que vraiment nos États africains vont essayer de défendre et de développer. Donc sur ce, nous avons mettre en place des ateliers en parallèle sur la fresque climatique et sur la simulation COP. Et après ça, il y aura une foire d'exposition des innovations vertes. Et à la fin de la journée, nous allons recevoir les officiels, parce que nous sommes en partenariat aussi avec l'UNICEF qui nous a appuyés et d'autres organisations de la société civile. Nous avons fait la projection du film dont j'ai parlé tout à l'heure, en invitant aussi des experts qui peuvent venir contribuer et parler de l'impact aussi de la dégradation des ressources. Ce film que nous allons réaliser avec des partenaires comme la Fondation Konrad Adenauer, Océanium, qui parle de la dégradation des ressources naturelles dans tous les domaines, déforestation, surpêche, orpaillage. Et c'est vraiment important de le montrer aux jeunes pour qu'ils sachent vraiment dans quel domaine intervenir. Et très rapidement, en parlant de déforestation, est-ce que vous organisez souvent des activités de reboisement? On parle beaucoup de lutter contre l'avancement du désert, surtout dans nos pays, quand on parle de la question des changements climatiques. Surtout. Oui, lorsqu'on parle de changement climatique, on ne peut pas enlever l'aspect déforestation. Et sur la journée d'éco-jogging, nous allons marcher, ramasser des déchets plastiques et ensuite aller à l'école de Seydina Issa Laye de Cambérène, où nous allons planter des arbres fruitiers et nous allons les déléguer à les élèves, aux écoliers, qui seront les parrains et les marraines de ces arbres-là, qui vont suivre l'évolution de ces arbres. Le suivi. Voilà, le suivi, et de les inculquer à bas âge ces valeurs-là. Écologiques qui sont importantes. J'ai deux dernières questions, mais on a juste une minute. D'abord sur le thème, en quoi et comment est-ce que les jeunes peuvent accélérer la résilience des populations locales? D'abord, je rejoins l'approche de Corps Africa qui affecte les jeunes sur les communautés rurales. Et c'est très important en tant que jeunes de sortir de notre zone de confort. Comme vous l'avez dit tantôt, parfois on parle de Kédougou, le chemin n'est pas bon, c'est un peu loin. Et il faut y aller, il faut démystifier tous ces aspects-là et entrer dans les communautés rurales, comprendre les situations et les problèmes dont sont confrontées les communautés pour pouvoir en trouver des solutions. C'est vrai qu'on est dans une phase d'entreprendre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Sarah. Les jeunes ont cette capacité-là d'entreprendre et de ne pas avoir peur, mais aussi il faut comprendre le contexte dans lequel on doit entreprendre. Est-ce que vous sensibilisez justement ces jeunes sur la question de l'immigration irrégulière? Parce que Corps Africa, je sais qu'il y a énormément de jeunes volontaires du Sénégal et d'Afrique de manière générale qui y sont. Oui, c'est une sensibilisation que nous faisons, et même lors de la formation Qu'est-ce que vous leur dites? Quel message est-ce que vous leur adressez? Lors de formation de déploiement, nous, on utilise d'autres organisations qui peuvent capter leur attention et les préparer, telles que le service civique national. Nous recevons une formation, la Croix-Rouge sénégalaise, qui nous permettent aussi de véhiculer ces messages de patriotisme pour leur dire que voilà, l'engagement communautaire, c'est important. Merci beaucoup. Il me reste juste quelques secondes. Lieutenant, on va terminer justement avec le programme très rapidement de lancement de ces opérations ici donc dans la région de Dakar. Je rappelle tout simplement que ce seront des opérations de délarvation, de désinsectisation et de saupoudrage, c'est ça? Effectivement, ce sont des opérations de délarvation, de désinsectisation et de saupoudrage et de nébulisation que nous allons démarrer à partir de demain. Et ça sera sur toute l'étendue du territoire de la région. Donc au niveau de chaque sous-brigade,
on aura une organisation spécifique pour que les gens puissent au moins se préparer. Et maintenant, en fonction de la zone, les gens vont aller dans les éléments vont aller dans les quartiers pour essayer de saupoudrer et de délarver tout ce qu'on a comme gîte pour lutter contre les moustiques, les maladies, du moins, à transmission. Très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci. Bon, le mot de la fin, c'est vous remercier surtout l'équipe Kenkeliba, remercier la RTS, et voir comment faire maintenant pour développer ce partenariat et souhaiter une bonne journée à toutes et à tous. C'est ça. Merci beaucoup, lieutenant. Et il y a eu énormément de réactions, notamment sur le sujet qui vous concerne, l'hygiène. Et juste peut-être terminer avec ce message de sensibilisation de Diatou Alissène qui dit que l'hygiène est une question de dignité d'éducation. La santé environnementale n'est pas à négliger car nous cohabitons avec les bactéries, microbes et virus. Elle a parfaitement raison. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à Mambi Tondo. Merci à Laura. Merci à Sarah. Et nous souhaitons un très bon anniversaire à Dior Sow, qui est agent d'entretien ici à la RTS. Très bon anniversaire également à Hassan Ibrahim Gaël Layad. Nous vous souhaitons à tous les deux de passer une merveilleuse journée. Et joyeux anniversaire à Laura et à Adama également, qui fêtent leur 1 an. Avec l'équipe de la matinale. 1 an déjà, c'est ça. Mais ça passe très vite. Quel plaisir, on remercie 2022, toute l'équipe et tous les téléspectateurs qui nous suivent. C'est ça. On est très attachés déjà en Inde. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble des équipes en régie. On se retrouve demain à la même heure, 6h30, pour un nouveau numéro. Early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left.